It's dangerous. Around 120 million Americans, that's more than a third. And more than 50 million Americans are expected to endure triple-digit temperatures in the days to come. And we know these heat waves can be deadly, like this time last year. It is hot now. In the next 30 years, an extreme heat belt will affect more than 100 million Americans as a result of climate change. This is according to new data by Climate. With around 60 million Americans likely to see temperatures over 100 degrees. And the incredible heat in the southern plains now makes its way into the Tennessee, the Ohio Valley, to the northeast. We're studying something that I wish it were different. J'aimerais qu'on puisse passer à autre chose et que ce qu'on découvre grâce à notre technologie soit porteur de bonnes nouvelles. Mais ce n'est pas le cas. C'est même plutôt inquiétant. On doit agir. Ça m'empêche de dormir la nuit. Quatre équipes de recherche se préparent pour une étude majeure qui vise à déterminer les effets du changement climatique sur l'Antarctique. L'une d'elles est envoyée par la NASA et est dirigée par John Sontag. J'observe l'évolution des glaces polaires du fait du dérèglement climatique depuis le début des années 1990. À l'époque, on ne savait même pas si les grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique allaient s'épaissir ou s'amincir. On ignorait comment le climat évolue et son impact sur les calottes polaires et inversement. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on sait que toutes les calottes glaciaires du monde diminuent, qu'elles soient petites ou grandes. Je m'intéresse aux manchots depuis ma plus tendre enfance. Un jour, à l'école, on m'a demandé d'écrire un livre. J'ai écrit sur l'amour impossible entre un chameau et un manchot. Gisèle Dantas étudie la génétique et l'histoire de l'évolution des manchots. Elle va se rendre en Antarctique pour collecter des échantillons. Nous voulons savoir comment se porte la diversité génétique de la population. Si elle est trop faible, des maladies se propagent et la reproduction de l'espèce est plus compliquée. À l'université de Temuco, au Chili, la professeure de botanique Angélica Casanova et son équipe observent depuis de nombreuses années le comportement de plantes exposées à un froid extrême. La première fois que je me suis rendue en Antarctique, l'une des choses qui m'a le plus fascinée, c'est qu'il n'y a pas que des manchots et de la neige. Il y a beaucoup plus de vie qu'on ne le pense, y compris végétale. Il s'agit principalement de mousse et de lichens. Ça fait maintenant 15 ans que j'observe le changement climatique à l'œuvre en Antarctique. En ce moment, je mène une expérience pour savoir si les mousses se propagent mieux lorsque la température augmente. On est en train de préparer notre expédition en Antarctique. Je suis responsable notamment du volet logistique. Le lancement du satellite de la NASA ICESat-2 marque le début d'une mission de mesure ambitieuse. Sur Terre, l'opération Icebridge prend le relais pour observer les changements en Antarctique, mais depuis des avions. Pour pouvoir associer ces données à celles fournies par le satellite ICESat-2, l'équipe doit les relever au même moment et au même endroit.
Je tiens le rôle de navigateur pendant le vol. J'aide les pilotes à amener l'avion là où on veut prendre les mesures. On veille à collecter des données pertinentes lors de nos vols. Pour ça, il nous faut de bonnes conditions météorologiques, afin qu'on puisse distinguer la surface de la glace depuis l'avion. Et au même moment, le satellite doit pouvoir voir la même chose que nous depuis son orbite. C'est presque miraculeux d'avoir ces deux conditions réunies. Le satellite sera bien là en même temps que nous? Si on décolle à 6 heures et qu'on respecte les vitesses prévues, on devrait arriver une demi-heure avant lui. Ce vol est sans doute le plus inhabituel jamais réalisé dans le cadre de l'opération Icebridge. On va collecter des données directement sous le satellite. Pour que ce soit possible, on va survoler l'Antarctique de nuit. Je m'appelle Renato Borras. J'ai 38 ans et j'ai la chance de pouvoir étudier les mammifères marins en Antarctique. Pendant le voyage, j'ai l'intention de tout immortaliser avec ma caméra. Je ne suis pas réalisateur. L'idée, c'est juste que je puisse partager mon expérience. Ce navire de recherche a mis le cap vers les îles Shetland du Sud, au large de l'Antarctique occidental. Son objectif est la deuxième plus grande de ces îles, l'île Livingstone. À la fin de l'été, les tempêtes de neige sont tous les jours plus violentes. Un prédateur marin s'est multiplié ici ces dernières années. Le léopard de mer. Notre équipe de scientifiques cherche à comprendre les schémas de déplacement de ces phoques. Où migrent-ils? Comment chassent-ils? Leur prolifération est-elle liée au changement climatique? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles on aimerait pouvoir répondre. Ici, le léopard de mer occupe le sommet de la chaîne alimentaire. Il se nourrit de manchots et d'autres phoques, ainsi que de poissons et de krill. L'approcher est une entreprise difficile. C'est un grand prédateur, et il a fallu bien se préparer avant d'aller à sa rencontre. Tout changement chez un superprédateur se répercute sur l'ensemble de l'écosystème. La glace fond rapidement. On doit donc se dépêcher de collecter des informations sur les espèces locales. Alors seulement on pourra émettre des prévisions sur la manière dont ces espèces et ces écosystèmes vont être affectés par le changement climatique. L'avion de l'opération Icebridge ressemble à un avion normal, sauf qu'il porte le logo de la NASA. Par contre, une fois à bord, on voit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un avion comme les autres. Quand on longe l'allée, on voit les différentes équipes qui travaillent sur leurs appareils. Elles vérifient en permanence les données relevées afin de garantir la meilleure qualité possible. Nous effectuons des mesures chaque année, si possible aux mêmes endroits. Cela nous permet de suivre d'assez près le changement de topographie de la glace. En répétant le processus tous les ans, on obtient une idée assez précise de l'évolution d'un glacier ou d'une calotte glaciaire. La glace se modifie et nos instruments montrent comment ça se produit. Mais la grande question, c'est pourquoi. Pour se rendre en Antarctique, les navires de recherche doivent emprunter le détroit de Drake, qui relie les océans Atlantique et Pacifique. Il est parcouru par le courant circumpolaire antarctique, le courant marin le plus puissant du monde. La traversée s'annonce mouvementée.
Pour Renato Borras, spécialiste des phoques, c'est une première. C'est une vraie leçon d'humilité. On se rend compte que la vie peut s'arrêter à tout moment. On a l'impression d'entrer dans une machine à laver et d'en ressortir à un endroit totalement différent. Le navire de recherche ne peut pas accoster les îles antarctiques. Les scientifiques de l'équipe Phoque doivent le faire à bord de canots pneumatiques. Il en va de même pour l'équipe Flore. De son côté, l'équipe Manchot est transportée par hélicoptère sur l'île du Roi George, la plus grande île de l'archipel. C'est là que Gisèle Dantas pourra recueillir ses échantillons. L'équipe de la NASA est quant à elle sur le point de décoller. Aujourd'hui, on va ajuster l'altitude différemment pour être sûr de bien capter ICESat 2. On atterrira vers 6 h demain matin. Bon vol à tous. L'arrivée en Antarctique impressionne toujours les scientifiques. On sent tout de suite un vent glacial. On a l'impression de ne pas être à notre place, de ne pas être fait pour ça. Cet endroit reste un mystère pour nous. L'Antarctique est un lieu unique. Ici, les animaux ne craignent pas les humains. Ça en fait un endroit très spécial. Quand on a accosté avec le canot pneumatique, on ne voyait que quelques rochers et un mur de neige. Puis on a marché sur environ 300 mètres, jusqu'à 4 petits abris, 5 en comptant les sanitaires. Pendant que certains déblayaient l'accès aux cabanes, d'autres sont allés récupérer les bagages en traîneau. C'est ici qu'on va passer les 45 prochains jours. Il y a beaucoup à faire. Déneiger, ranger et nettoyer, nettoyer, nettoyer. Ça, c'est fait. Bien, on a fini de nettoyer la base. Et on a jeté toute la nourriture avariée, ou périmée depuis 2016. Comme l'eau douce est rare, on fait la vaisselle avec de la neige. Il a aussi fallu qu'on fasse tous connaissance. Et après ça, on a bien travaillé ensemble. On prépare le repas à tour de rôle. Tous les 6 jours, c'est donc mon tour. Manger, ça aide à garder le moral. Ensuite, on discute ou on regarde une série ou un film.
Ça, c'est mon petit salon privé. Demain, on partira chercher les léopards de mer, une des espèces les plus voraces de l'Antarctique. L'étude des manchots nous permet de montrer comment le changement climatique affecte les espèces. Sur l'île du Roi George, Gisèle et son équipe vont collecter des échantillons de manchots Adélie et de manchots papous. La plupart d'entre eux se sont établis dans des zones de faible altitude dépourvues de glace. Des éléphants de mer et des otaries ont également pris leur quartier sur la côte. On a capturé des manchots que sur la plage, pour ne pas perturber la colonie. On progresse lentement, car ils sont constamment sur leur garde. Contrairement aux animaux d'Amérique du Sud, ils ne sont pas habitués aux humains. Ils s'enfuient dès qu'on s'approche. On leur court littéralement après. Parfois, on est sur le point d'en attraper un, mais il s'échappe ou on trébuche. C'est pas facile. J'ai constaté les changements à l'aide de nos instruments, mais aussi de mes propres yeux. Le fait que le soubassement rocheux soit exposé à ce point est inquiétant, car une fois qu'un glacier commence à reculer, comme c'est le cas pour ceux-ci depuis 20 ans déjà, le phénomène s'accélère et s'étend parfois sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Ça veut dire qu'une très grande partie de cette glace va sans doute fondre, rejoindre la mer et faire monter le niveau des océans. Pour l'opération Icebridge, l'altitude de vol est normalement de 1500 mètres au-dessus du sol. Mais cette fois, l'équipe va tenter de descendre progressivement jusqu'à 150 mètres. On vole bas pour que nos instruments soient proches de ce qu'ils doivent détecter. Ça demande beaucoup de concentration de faire voler un avion de cette taille aussi bas. Descendre jusqu'à 150 mètres, c'est impossible partout dans le monde, sauf en Antarctique. C'est extrêmement dangereux. Toujours pas de léopards de mer. Alors, avec mon amie Sarah, on explore les environs. Avec ce vent, même moi, je peux danser comme Michael Jackson. Cette promenade au milieu des collines enneigées, c'est l'un des plus beaux moments que j'ai vécu ici. Le silence, les oiseaux, le paysage, tout est très impressionnant. Je pourrais observer des animaux toute la journée.
Je n'avais jamais entendu de phoque crabier auparavant. On va le laisser tranquille maintenant. À force de passer beaucoup de temps auprès d'elle, les otaries ont fini par m'accepter. Du coup, les mâles sont détendus. Ça me permet d'observer des comportements qu'une personne qui n'est que de passage ne verra jamais. Parce que dans ce cas, les animaux sont en état d'alerte. C'est comme une caméra cachée. Quand on suit l'évolution de petits pendant si longtemps, on a du mal à ne pas se sentir proche d'eux. J'ai pris mon sac à dos avec des provisions, un carnet, mes gants et mon appareil photo. Et je suis allé m'installer à côté d'une femelle en gestation. Je n'avais jamais assisté à la naissance d'une otarie. C'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Au début, la femelle semblait se sentir mal, un peu comme une humaine. Ses contractions étaient très fortes. Là, j'ai compris qu'elle avait perdu les os. J'avais envie de lui dire « Pousse, pousse !» Elle était très agitée. C'était peut-être sa première mise bas. Soudain, la tête du nouveau-né est apparue. Il fallait absolument que les gens voient ça. La femelle s'est déplacée sur les rochers en traînant la tête du pauvre petit. J'ai d'abord cru qu'il était mort, parce qu'il ne bougeait pas et que ses yeux étaient fermés. Mais tout à coup, ses yeux se sont ouverts et le reste de son corps est sorti. La mère était épuisée, mais elle n'arrêtait pas de crier. C'est pour que sa voix s'imprime dans la mémoire de son petit, en plus de son odeur. C'est un cri bien distinct, qui est très important en cas de séparation. On a appelé le nouveau-né Petite Souris, parce qu'elle a de très grands yeux comme une souris. On l'attrape avec un filet et ensuite on lui met une cagoule. On immobilise ses ailes en serrant le manchot dans nos bras de manière qu'il ne puisse plus du tout bouger. On prélève environ 1 millilitre de sang dans sa patte que l'on conserve dans de l'alcool à 70%. Il n'y a pas besoin de le réfrigérer, ce qui est pratique dans une région aussi reculée. Les échantillons sont ensuite apportés au laboratoire où ils sont préparés en vue de l'analyse moléculaire. Je vais le relâcher et aller voir les pétrels qui sont au bord de l'eau. Lorsque l'équipe a collecté suffisamment d'échantillons, l'hélicoptère vient la récupérer. Dans les îles Shetland du Sud, l'équipe Flore est arrivée sur le site où elle mène depuis longtemps une expérience très particulière.
les scientifiques ont recouvert des mousses de chambres en plastique, dont le sommet est ouvert. Elles font office de petites serres qui se réchauffent naturellement. L'expérience dure depuis 6 ans. On va voir comment les mousses se sont développées. Les mousses se reproduisent de manière sexuée, avec des spores, mais aussi dans des conditions extrêmes par simple division cellulaire. Dans ce cas, le patrimoine génétique reste identique et la plante ne pourra pas s'adapter au changement de son environnement. Notre hypothèse, c'est qu'un milieu chaud favorise la reproduction sexuée. Non. En Antarctique, les plantes poussent très lentement. On ne peut donc les observer que sur le long terme. On est impatient de voir ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Il y en a une! Regarde ça! Le fait que les mousses réagissent au réchauffement signifie plusieurs choses. D'une part, ça veut dire que le froid limite la reproduction sexuelle chez cette espèce. D'autre part, des températures plus chaudes favorisent la reproduction. Il est même probable que cette espèce de mousse se développe plus facilement du fait du réchauffement de la planète. Elle va produire des sporophytes et des spores comme les autres plantes. Comme ça, la diversité génétique sera plus importante et la plante pourra mieux s'adapter. C'était une longue expérience, compliquée. Mais notre hypothèse était correcte. Tandis que l'équipe Flore se réjouit de son succès, la frustration règne au sein de l'équipe phoque. Pas un seul léopard de mer en vue depuis 10 jours. C'est l'horreur! On a marché encore et encore. Ce qui était agréable au début est devenu franchement monotone. Encore plus avec ce temps. On s'est retrouvés coincés à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose à faire, donc le temps passe très lentement. Pourtant, les léopards de mer sont là, quelque part. Il y a quelques jours, Renato et Sarah ont trouvé dans la colonie d'Otari des indices qui ne trompent pas. C'est triste. Les mères revenues de la chasse appellent leurs petits toute la nuit. Mais ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce que les léopards de mer n'ont jamais été aussi nombreux. Petite souris est morte. Elle n'aura vécu qu'un mois, comme la plupart des bébés otaries. Les jeunes otaries sont particulièrement vulnérables dans l'eau, parce qu'elles ne peuvent pas encore nager vite. J'ai déjà vu un léopard de mer dévorer 4 petits en moins d'1 heure, comme si c'était du popcorn. On peut trouver injuste que tant de jeunes otaries soient tués. Mais les léopards de mer doivent vivre eux aussi, tout comme les autres espèces. Certains oiseaux se servent sur les cadavres pour nourrir leurs oisillons. Ainsi, la mort de ces jeunes otaries soutient tout un écosystème. Rien ne se perd dans la nature.
Le plus grand privilège que m'offre mon travail, c'est de voir des choses que la plupart des gens ne verront jamais. Ici, les couleurs sont tout simplement magnifiques. Du rouge, du jaune, de l'orange, parfois du vert. Surtout lorsque le soleil est bas et qu'il se reflète dans ces immensités de glace et d'eau. On ne voit ça nulle part ailleurs dans le monde. C'est unique. En ce moment, c'est le crépuscule dehors. ICESat 2 est sur le point de passer juste au-dessus de nous. L'opération Icebridge existe pour cet instant précis, pour prendre la suite de la mission du premier satellite ICESat qui s'est achevée en 2009. Icebridge a effectué des mesures en continu jusqu'au lancement d'ICESat 2. Et ça, c'est le moment qu'on attendait tous. ICESat 2 sera au-dessus de nous dans 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Maintenant, à 18h40, ICESat 2 est juste au-dessus de nous. Mission accomplie. Je ne l'oublierai jamais. Ça restera l'un des plus grands moments de mon travail pour l'opération Icebridge. Je suis impatiente de retrouver mes collègues de la NASA. C'était l'instant que tout le monde attendait. La mission a été un succès, alors que ça a été difficile de coordonner une telle opération. On savait qu'on était capable de collecter des données au même endroit et au même moment que le satellite. On est en route pour capturer un léopard de mer. Ce prédateur exerce une très grande influence sur la structure des communautés animales le long des côtes de la péninsule de l'Antarctique occidental. Pour moi, c'est une expérience vraiment enthousiasmante. On part tous ensemble, avec tout notre équipement, en espérant que l'animal est endormi. On se faufile discrètement. C'est la première fois que je participe à la capture d'un léopard de mer. Vient alors la partie la plus dangereuse. Un des scientifiques injecte un sédatif. C'est risqué parce que si un problème survient dans un endroit aussi isolé, les secours sont à plusieurs jours de voyage. En tant que responsable du groupe, il faut toujours garder la tête froide et être capable de prendre des décisions très rapidement. Les scientifiques attendent une vingtaine de minutes que l'animal s'endorme. Mike Goebel et un vétérinaire ont mis au point ce cocktail de sédatifs. Et il fonctionne bien. L'animal est détendu et on se sent en sécurité une fois qu'il a reçu cette injection. Les scientifiques commencent immédiatement à collecter des données. Ils prélèvent des échantillons de sang et examinent les dents de l'animal, afin d'en savoir plus sur son âge et son état nutritionnel. Pour finir, le léopard de mer est pesé et équipé d'un émetteur. On analyse leurs hormones, leur alimentation, leur rôle dans la chaîne alimentaire, on suit leurs déplacements grâce aux signaux satellites et on observe leur état physique. Ce n'est pas facile de collecter des échantillons quand on a les mains gelées. Le plus important, c'est notre sécurité et celle de l'animal. Au final, l'équipe a réussi à capturer 10 léopards de mer. En dernière minute, ou presque. C'est notre dernier jour. On a cherché partout. Et quand on est arrivé sur la dernière plage, dans le dernier virage, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un rocher. Sauf que c'était une queue.
On a réussi. On en a capturé. Des données en plus. Ces informations vont nous permettre d'évaluer comment ces animaux s'adaptent au changement. On apprend beaucoup d'informations inédites sur les léopards de mer. Et ça fait progresser la recherche. Quelques semaines plus tard, Renato est en route pour Dallas, au Texas, pour retrouver ses collègues et discuter des résultats de sa mission. Hello. Heureuse de te voir. Ravi de te retrouver. Comment ça va? Bien. Une des données les plus intéressantes à mon sens, c'est que les femelles léopards de mer sont nettement plus grandes que les mâles. C'est le laboratoire de Steve. Salut Steve! Il est possible que les femelles occupent une position plus élevée dans la chaîne alimentaire que les mâles. Je trouve ça fascinant, ne serait-ce que le fait que les femelles soient plus grandes, ce qui est rare chez les mammifères carnivores. On a placé des traceurs sur les léopards de mer. Ils nous ont permis de constater que ces animaux ne restent pas dans les premières colonies de phoques ou de manchots qu'ils trouvent. Ils se déplacent dans les différentes îles et explorent chaque colonie. Tant que les léopards de mer trouveront des proies, ils devraient selon nous pouvoir s'adapter au changement. L'équipe manchot, quant à elle, est rentrée au Brésil. Gisèle Dantas analyse les échantillons prélevés en Antarctique et les compare à ceux collectés à d'autres endroits dans le monde. D'abord, on extrait l'ADN des échantillons. Ensuite, on duplique certaines parties du génome. L'objectif est d'analyser ce matériel génétique en fonction des conditions climatiques. Le passé est le reflet de ce qui pourrait arriver dans le futur. C'est comme une empreinte digitale dans l'ADN qui raconte l'histoire évolutionnaire d'une espèce. On étudie principalement la façon dont les manchots s'adaptent au climat. Pas seulement les manchots d'Antarctique, mais toutes les espèces. On a ainsi constaté des différences génétiques dues à la température des océans. Ces différences concernent particulièrement les gènes responsables de la production d'énergie. Dans les environnements extrêmes, ce mécanisme fonctionne très bien. En revanche, si l'Antarctique continue à se réchauffer, celui-ci pourrait ne plus être efficace. Dans ce cas, les manchots ne seraient plus en mesure de produire suffisamment d'énergie. Les résultats de notre expérience indiquent que certaines espèces de mousses peuvent s'adapter au changement climatique et pourraient ainsi continuer à coloniser l'Antarctique. L'équipe de la NASA se réunit elle aussi pour partager ses résultats. Brooke, tu es là? John, ça fait un bail. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Contente de te voir. Oui, moi aussi. Pour moi, certains des résultats les plus intéressants de l'opération Icebridge proviennent de cette zone de l'Antarctique occidentale. On l'a indiqué en bleu. On aimerait savoir comment les glaciers se comportent là-bas. Leur structure fait que s'ils commencent à reculer, ce phénomène deviendra pratiquement inéluctable. De fait, un recul en entraîne un autre, et ainsi de suite. Exactement. Et on ne pourra pas arrêter ça tant que ça ne sera pas stabilisé. Ce n'est pas réjouissant. Les résultats de toutes les équipes le montrent. Le changement climatique a atteint l'Antarctique depuis longtemps.
Certaines espèces pourront s'adapter, d'autres non. Mais au bout du compte, les effets nous affecteront tous. Les climatologues l'avaient prédit. Toutes leurs prédictions au sujet du réchauffement climatique se réalisent. J'espère que les gens se rendent compte que cela n'a rien d'ésotérique ni d'abstrait. Et j'espère qu'on changera de comportement, que les humains relèveront ce défi et s'attelleront au problème. Je suis très inquiet, mais j'ai aussi confiance dans le fait qu'on peut trouver une solution tous ensemble. On a plus de mal à s'engager pour quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je documente ces lieux et leur histoire, afin de les faire connaître. J'espère qu'ainsi les gens s'engageront davantage pour la préservation de ces écosystèmes. Les instituts de recherche devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour informer le grand public. Il faut qu'ils se sentent davantage concernés, notamment sur des sujets comme le réchauffement climatique. Il y a toujours de l'espoir, car les espèces réagissent différemment. Le plus important, c'est que les gouvernements prennent conscience de ce qui doit être fait pour minimiser l'accélération du réchauffement. L'espoir repose donc sur la capacité de l'humanité à réagir à ces événements. La coopération est un aspect fondamental de la recherche en Antarctique. Ce continent est synonyme de paix et de science. Je suis optimiste parce que la recherche apporte des connaissances et parce qu'on a tous compris qu'il faut travailler ensemble. On en sait désormais assez, pour être à peu près certain, qu'une grande quantité de glace va disparaître de l'Antarctique. Le problème semble presque trop important pour que l'esprit humain puisse l'appréhender. Heureusement, la technologie a évolué et les gouvernements ont investi de l'argent pour étudier cette problématique. Pas seulement les États-Unis, mais de nombreux autres pays en Europe et dans le monde. On a eu la prévoyance d'investir des ressources dans la recherche, pour l'opération Icebridge par exemple. Pour moi, c'est une raison d'espérer.